Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchons le tigre. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Vincent Lévy, un artiste bidouilleur et expert en transfert d'images sur céramique. Vincent a d'abord commencé sa carrière comme artiste numérique avant de découvrir la céramique et de plonger les mains dans la terre et les jus d'oxyde. Ses pièces se composent d'un patchwork d'images anciennes ou plus récentes qui viennent mettre en lumière des thèmes de l'actualité. Vincent imprime un petit bout de mémoire sur de la terre cuite, comme pour marquer une éternité éphémère. Alors, petite précision, cet épisode a été enregistré un jour de canicule, proche d'une terrasse de café, avec du matériel pas forcément très adapté. Ben oui, je suis céramiste et pas encore ingé son. Mais passé les 10 minutes d'écoute, on se laisse vite bercer par la voix de crooner de Vincent. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous serez suffisamment curieux pour écouter jusqu'au bout. Franchement, ça vaut le coup. Donc avec Vincent, on a discuté d'images perpétuelles, de fin du monde et de poissons frais. Bonne écoute. Je débute l'interview avec une question qui est un peu la même à chaque fois. Et je demande aux céramistes quelle est leur première expérience avec la terre. En fait, toi, quels sont tes premiers souvenirs liés à l'argile? Alors, la première fois que j'ai commencé l'argile, pas bizarrement, mais c'est quand j'avais 13 ans. J'ai fait 1 an de terre, je m'en souviens très bien en fait, parce que j'avais fait des super pots et un œuf que j'avais découpé en étoile en haut, comme une espèce de... Ma mère a toujours ces pièces-là, elle est très fière. Et c'était dans des cours collectifs que tu avais fait ça? Tu avais fait ça tout seul, en autodidacte? C'était dans une MJC, dans un cours collectif, adulte, adolescent, je sais plus. Mais c'était super, mais en fait je m'en suis souvenu de ça, parce que j'ai fait 1 an, peut-être 2. Mais je m'en suis uniquement souvenu, genre 30 ans plus tard, quand j'ai vraiment fait de la céramique et que j'ai vraiment mis les mains dans la terre. Et alors, est-ce que tu peux expliquer un peu quel était ton parcours pour arriver jusque-là, jusqu'à la terre? Moi, j'ai commencé, j'étais monteur vidéo, j'étais monteur de films documentaires. J'ai fait ça pendant 25 ans. Et j'étais en même temps, en parallèle, artiste vidéo et numérique interactif. C'est-à-dire pendant 15-20 ans, j'ai fait beaucoup d'installations d'art vidéo d'abord. Okay. D'abord des bandes vidéo et ensuite des installations d'art vidéo. À l'époque, c'était plutôt des choses dans l'espace, où l'idée c'était que les gens se trouvaient face à des dispositifs plutôt visuels, avec pas d'audio. Et ils se retrouvaient face à une image d'eux-mêmes, qui était différente de celle dont ils avaient l'habitude. Et donc souvent c'était interactif, c'est-à-dire qu'ils se voyaient, du coup ils bougeaient en fonction de cette image-là, et ça créait des choses à l'écran aussi par rapport, voilà. Dont un qui s'appelle Le Panneau du Temps qui passe, qui est une installation en direct, où il y a un écran vidéo, avec une petite caméra, les gens se voient, et dans l'écran, il y a 9 cases. Dans la première case, on voit en direct, ce qui est filmé par la caméra. Dans la deuxième case, on voit 1 seconde avant, 1 minute avant ensuite, 1 heure avant, 1 jour avant, 1 semaine avant, 1 mois avant, 1 trimestre, 1 saison et 1 an. Parce que souvent, je l'ai laissé très longtemps, cette installation. Et comme le temps change sans arrêt, avance sans arrêt, chaque seconde, 1 seconde avant, c'est toujours 1 seconde différente toutes les secondes. Donc en fait, toutes les images changeaient toutes les secondes, dans toutes les cases. Donc quand on arrivait devant l'écran, on se voyait en direct, on se voyait tout de suite arriver dans la case 1 seconde avant, puis tout à coup on se voyait arriver dans la case 1 minute avant,
Et dans les autres cases, on voyait les gens qui étaient arrivés 1 heure avant, 1 jour avant. Enfin, c'était une manière de partager l'espace à travers un écran. Voilà, donc j'ai fait des installations de ce type-là pendant longtemps, dont celle-là principalement. Quand même, au bout de 25 ans de travail, aussi bien dans le montage que dans l'art numérique, j'ai commencé un peu à en avoir assez des écrans et des ordinateurs et des disques durs et des souris et surtout d'un mode finalement très dématérialisé du monde. Quand je faisais du montage, j'étais enfermé dans une salle toute la journée à travailler, à modeler, certainement. Pour moi, de mon point de vue, c'était un modelage, mais ça n'empêche pas que j'étais quand même clos, et je touchais à rien sauf à ma souris. Et ensuite, quand je faisais des installations d'art numérique, c'était que des choses éphémères. Donc c'était que des choses qui duraient le temps ici et maintenant. C'est-à-dire qu'elles étaient installées, que les gens jouaient avec, mais ensuite, une fois que c'était enlevé, c'était fini. Il restait plus rien, en fait. Si c'était un disque dur avec des tonnes d'images, des millions et des millions d'images selon la durée où ça avait été exposé. Et là, voilà, il restait rien. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à me sentir moi-même presque dématérialisé. C'est-à-dire que moi-même, j'avais l'impression que finalement, j'avais plus vraiment de corps dans ce monde-là. Donc, j'ai commencé, surtout à travers mes installations d'art numérique, à chercher un nouveau support. Donc au début, je faisais des impressions papier, c'était sympathique, hein, mais ça allait pas bien loin. Ensuite, j'ai fait des impressions sur tissu, pareil, c'était sympa, mais ça m'apportait rien de plus. Et puis un jour, j'ai vu un appel à candidature pour une résidence dans une MJC à Rouen, qui s'appelait la MJC Rouen-Rive-Gauche. Et il proposait une résidence transversale entre le numérique et la céramique. Donc moi, évidemment, je me suis dit, waouh, ça a l'air, ça rentre ça me touche directement, quoi. C'est exactement ce que j'aurais aimé faire, ce que je voudrais faire. Enfin, en tout cas, je savais pas vraiment exactement, mais je me disais, s'il y a quelque chose à faire, là, peut-être il y a quelque chose. Donc du coup, j'ai été accepté et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à démarrer le projet et à démarrer à faire de la terre. Dans le détail, à la MJC Rouen-Rive-Gauche, en fait, je me suis retrouvé déjà, je savais quand même rien faire en terre, même si j'en avais fait quand j'avais 13 ans. Fondamentalement, il me restait rien, quoi. Donc j'ai dû apprendre déjà le matériau en tant que tel, ce qui me plaisait, parce que du coup, j'étais vraiment tout à coup un contact avec un matériau dans les mains. Et puis ensuite, j'ai dû trouver comment imprimer des photos, des images photographiques sur céramique. L'objectif de la résidence était de installer le panneau du temps qui passe, mon installation d'art numérique, pendant au moins 1 an dans le lieu, de récupérer des images des gens qui étaient passés devant cette machine et de les imprimer sur des carreaux de céramique et de faire une exposition à la fin. En fait, finalement, la résidence, elle a duré 2 ans et demi. Parce que déjà, j'ai mis 1 an à trouver le procédé d'impression d'image, qui était un procédé très particulier de transfert des calcomanies, couleurs. Et ensuite, il se trouve que en chemin, en fait, ça prend beaucoup de temps. Je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps, que entre le moment où on fabrique, il faut cuire, et ensuite il faut regarder des tests qu'on a fait, et ça, c'est rarement très bien, c'est souvent même nul. Donc il faut refaire, bref, c'est un processus comme ça assez long. Donc ça a pris beaucoup de temps et en le faisant petit à petit, je me suis pris au jeu en fait. C'est juste que je suis passé du fait de vouloir faire juste des carreaux plats. Et donc du coup j'ai créé comme ça une série qui s'appelait du coup des coquillages céramiques. C'était des espèces de coquillages, des formes comme des coquillages avec des images imprimées en céramique, pour la céramique, donc cuit et pérenne. Et qu'après l'idée c'était de les suspendre en l'air dans des arbres, comme une espèce de mémoire d'un lieu à travers les gens qui étaient passés. Voilà. Et à partir de là, oh. Et alors du coup, c'est quoi ton identité artistique? Tu te dis plutôt céramiste, potier, plasticien, artisan, comment est-ce que tu t'identifies? Alors auprès des gens, en général, je dis que je suis céramiste.
C'est le plus simple aujourd'hui. Parce que je pourrais dire je dis aussi que je suis artisan et artiste. Et en fait, c'était compliqué parce que pour moi, il y a peu de différenciation véritablement. Enfin, je pense que surtout, les artisans font des créations artistiques parfois. Et les artistes font pas toujours de l'art. Et sont aussi des techniciens. Parce qu'en fait, souvent, en France particulièrement, on a tendance à faire une espèce de dichotomie entre artisans et artistes. C'est-à-dire que les artisans, finalement, sont des techniciens qui produisent en série. Et les artistes sont des dieux vivants qui créent des choses incroyables. Mais la réalité, c'est que tous ces gens, quels qu'ils soient, dont moi, travaillent. Et sont des ouvriers. Parce qu'ils oublient qu'en fait, autrefois, avant la Renaissance, c'était juste des ouvriers. C'était la plèbe de la terre quand même, hein. Dans les quartiers apparemment de la Grèce antique, les céramistes, les potiers à l'époque étaient quand même considérés comme rien. Ouais. Voilà. Donc c'est bien, je trouve, de nous ramener à ça. Il y a une forme d'humilité là-dedans quand même aussi. Et cette humilité-là, j'aime bien parce que je trouve que ça ramène quand même à quelque chose d'un peu fondamental qui est comme la terre finalement. On est nous-mêmes, on fait part de cette terre. Donc voilà, il s'agit pas de se dire que on vaut rien, mais c'est pas la peine non plus de nous mettre sur un piédestal incroyable. C'est-à-dire que du coup, et c'est pour ça que du coup cette séparation entre artisan et artiste, je la trouve assez mal fondée souvent. C'est les Beaux-Arts qui ont créé ça finalement, parce que c'est une histoire de statut social, c'est pas une histoire de réalité créative. Moi j'ai été frappée dans ton boulot sur l'aspect technique. Tu fais beaucoup de recherches, presque en lien aussi avec ton ancien boulot. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Moi, j'aime bien la technique et les tests et la recherche et l'expérimentation, mais c'est mon côté scientifique de base. J'ai fait des études classiques jusqu'au bac scientifique, et j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai intrinsèquement, moi, je suis foutu comme ça. J'ai toujours une tendance à avoir des méthodologies de travail. Donc quand je fais un truc, en général, non, mais je vois des amis céramistes divers et variés, quand ils font des essais, c'est dans tous les sens et tout, ils prennent un truc, ils le foutent, paf, 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 non mais c'est génial en même temps. Moi je suis presque admiratif de ça, parce que je suis pas exactement capable de ça, parce qu'il y a une espèce de liberté là-dedans. Moi malheureusement je suis foutu, j'ai besoin d'un cadre, et donc je prépare tous mes tessons, je note avant tout ce que je vais faire sur mes tessons, et je prépare tous mes poudres que je mélange, et ensuite je les mets, et ensuite je regarde ce que ça donne, et en fonction de ce que ça donne, je vais refaire des tests pour voir si je peux faire des changements, jusqu'à ce que je trouve le bon truc. Voilà, donc, mais j'adore ça, je trouve qu'en céramique en plus c'est génial, parce que on peut passer sa vie à faire des recherches et de l'expérimentation. Alors, après on peut s'y noyer aussi, mais du coup quand on a un cadre de recherche, moi j'estime que j'ai un cadre de recherche à travers l'image photographique. Comme j'ai toujours travaillé sur la représentation du monde à travers notamment des images documentaires et notamment des images d'archives, parce que je suis pas photographe, je suis pas dessinateur ni illustrateur, je suis pas peintre, mais j'ai toujours aimé les images. Donc tout mon travail est lié au fait de récupérer des images qui existent déjà, qui sont des images anciennes, et de les retravailler pour leur donner une texture et un relief particulier avec la terre, qui est un matériau particulier aussi. Donc soit à travers la texture de la terre, soit à travers les couleurs, parce que là je commence à travailler les couleurs, ce qui n'est pas évident pour moi, et aussi le volume. Alors justement, est-ce que tu peux décrire tes pièces? Les pièces que je fabrique, c'est compliqué. Quand j'ai commencé à faire de la céramique, le problème que j'avais, c'était que j'étais ultra hétéroclite. Donc dans le côté expérimentation justement, mais du coup je faisais énormément de choses très différentes. J'adorais tout, évidemment. Tout est génial. Enfin, c'est pas que mes pièces étaient géniales, mais c'est que le fait de les faire était génial. Du coup, j'ai fait beaucoup de choses très différentes aussi bien. Et du coup, j'ai testé plein de choses à cette époque-là. C'était il y a 10 ans maintenant.
À partir de 2010, entre 2010 et 2015, on va dire. Donc je faisais du raku, du dessin sur raku, je faisais toutes sortes de tests d'impression d'images photographiques justement pour voir ce qui existait, ce qui était possible. Je testais toutes sortes de terres, de la porcelaine, du papier de porcelaine, du grès, de la faïence. Voilà, j'ai essayé beaucoup de choses. Et à un moment, j'ai décidé que, en fait, il y avait une raison financière aussi, c'est qu'il y a un moment, pour en vivre, il faut commercialiser, donc faire des sortes de collections, on va dire, ou en tout cas des espèces de séries dans lesquelles les gens, en tout cas, peuvent justement trouver une identité. Donc à ce moment-là, j'ai un peu décidé de rester vraiment focalisé sur l'image photographique, qui était quand même mon domaine de base. J'ai essayé de développer à ce moment-là en fait, j'ai plutôt travaillé avec l'image. Je trouve que le travail est différent avec l'émail et le tour. C'est-à-dire, du coup, j'ai essayé d'imaginer. Je voulais avoir des images, certaines images. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la mémoire du monde, les traces qu'on laisse, le fait que l'humanité est en train de se détruire elle-même, voilà, des sujets graves. Mais ce qui m'intéressait, du coup, c'était savoir sur quoi poser ces images-là. Donc, du coup, en fait, j'ai conçu mes pièces par rapport aux images que je voulais mettre. Mon travail, il est toujours dans ce sens-là. Je trouve des images, bref, ou des sujets qui m'intéressent, et je me dis comment et sur quoi, sur quelle forme et sur quel émail, avec quel type de cuisson, je vais poser ça. Ça, non pas que l'image soit prédominante, mais en tout cas que ça fasse un ensemble, l'image et la forme et le volume. J'ai remarqué souvent en céramique, les potiers notamment, travaillent d'abord le volume et ensuite l'émail. Et du coup, l'image, souvent, ça les intéresse pas à cause de ça. Ça fait pas partie du tout de leur ADN et de leur processus de travail. Enfin, ils sont pas du tout là-dedans. Alors que moi, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de vanité, donc j'aimais bien les calaveras, donc j'ai fait des photos fortes. Ce qui est un peu basique, je cherchais à vendre aussi. C'était aussi que je voulais fabriquer des pièces qui pouvaient se vendre. Donc j'ai fait des photos fortes. Dans le côté plus artistique, entre guillemets, j'avais toute une série sur la destruction du monde par l'humanité. Comme j'ai toujours aimé les livres, du coup j'ai eu l'idée de prendre ces images que je trouvais un peu à droite à gauche et de les mettre sur des livres en céramique que je cuisais au raku. Du coup, pour faire des livres brûlés avec ces images craquelées et qui auraient été comme des espèces de pièces archéologiques que des gens pourraient retrouver dans 1000 ans, soyons fous, et qui seraient des espèces de sédiments, de fossiles de notre des traces laissées par notre espèce après son extinction. Yahoo! C'est fun. Oui. Je fais des choses extrêmement fun. Quelles sont tes influences? Je vois que tu t'inspires beaucoup de l'actualité, des faits politiques. Ouais, moi je suis très. J'ai eu une éducation comme ça. Mes parents étaient très dans le monde politique. Mon père était journaliste politique, ma mère était dans le social. Ils étaient tous les deux très militants. En fait, moi je suis pas militant du tout d'un point de vue parti. Mais mon militantisme à moi, il est juste dans une forme de conscience, en tout cas politique, que on vit dans un monde politique. On peut influer sur ce monde. Alors moi, ma contribution est très succincte de ce point de vue-là, enfin, d'un point de vue militant. Mais du coup, je vois le monde selon un regard politique, en fait, forcément. Je suis très épris de justice sociale, parce que je trouve qu'on vit pas dans un monde juste. Et je suis très épris de répartition des richesses, parce que je trouve pas que les richesses soient redistribuées de façon juste. Voilà. Et je trouve que les gens manquent de respect les uns envers les autres, notamment dans le monde du travail. Donc tout ça m'importe. Après, mon travail du coup artistique par rapport à ça, oui, je travaille beaucoup autour de ça en récupérant des images et des photos, même des journaux, qui racontent ça. Donc je travaille beaucoup sur l'histoire de ce point de vue-là, sur les mouvements historiques. Il y a une de mes séries qui parle par exemple en partie du génocide des Amérindiens.
à travers des photos qui avaient été faites par un photographe très connu. Tout à coup, j'ai oublié le nom là, en direct, qui date du début du XXe siècle, et qui avait fait une série de photos des Indiens à l'époque où ils étaient déjà tous dans les réserves. Et il avait été les photographier, c'était les derniers Indiens, et à l'époque, ces Indiens avaient ressorti spécialement pour les photos leurs habits traditionnels qu'ils ne portaient déjà plus. Et il avait fait des photos magnifiques de personnes qui avaient une dignité incroyable. On voyait leur regard et tout, mais en même temps, quand on connaissait l'histoire, c'était un désespoir le plus profond. Voilà, et j'ai fait une série justement d'espèces de blocs, presque comme les blocs un peu mortuaires, avec ces photos, cuits aussi au raku. Parce que le raku, ça a vraiment quelque chose un peu comme ça, finalement, de cette espèce de terre qui va dans le feu, et que c'est presque volcanique, quoi, d'une certaine manière. Donc mon travail est très très inspiré de ça. Après des influences autres, artistiques, mouvements, etc. C'est très hétéroclite. Là, j'ai pas une chose en particulier. J'étais influencé par à peu près tout ce qui peut exister, à droite, à gauche, mais il n'y a rien de symptomatique en tout cas. Est-ce qu'il y a des céramistes actuels dont tu trouves le travail superbe, qui pourraient, alors pas forcément t'influencer, mais en tout cas, où tu pourrais t'intégrer un petit peu dans le courant qu'ils représentent? Non. Ok. À vrai dire, déjà, je ressens pas de mouvement particulier dans la céramique. Mais de toute façon, dans le monde de l'art en général, aujourd'hui, on ne veut pas être dans une époque où il y a des mouvements forts. Il y a peut-être le street art qui a fait un peu, mais c'est déjà dépassé presque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme vrai grand mouvement, comme il y a pu avoir le surréalisme, le dadaïsme, le futurisme, tous ces trucs en isme. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a plus, hein. On vit dans une espèce de monde pas mort, hein, pas loin de là, mais il y a plus cette idée des grands mouvements. Ça va aussi avec le fait qu'il y a plus vraiment d'idéologie non plus dominante, à part des idéologies extrêmement radicales politiquement. Mais sinon, il n'y a plus d'idéologie. C'est même un gros mot aujourd'hui, l'idéologie. Ce qui est dommage. Hein. Les gens ils confondent beaucoup l'idéologie et le dogme. L'idéologie, c'est des valeurs, donc c'est important d'en avoir. Et tout le monde a des idéologies. Les gens au pouvoir aujourd'hui ont une idéologie, même s'ils disent pas qu'ils sont idéologiques. Et c'est bien d'avoir une idéologie. Hein. On l'aime ou on l'aime pas, mais c'est important d'en avoir une. Au contraire. Aujourd'hui, on parle de logiciel. Les gens, le logiciel, ça ne fait pas partie de leur logiciel. Les journalistes, c'est affreux. Ils répercutent des mots comme ça. Ils se rendent même plus compte de ce qu'ils disent parfois. Et ils ont une responsabilité importante là-dedans, les journalistes. Et les patrons de presse, du coup. Bref, c'était une petite digression. Mais du coup, non, j'ai pas de mouvement particulier en tête aujourd'hui. Alors après, c'est bien aussi peut-être qu'il n'y ait pas de truc dominant non plus et que tout le monde puisse un peu faire... Mais du coup, c'est dommage en même temps. On sent pas une espèce de truc galvanisant et tout. On sent qu'on vit une époque difficile à plein de niveaux, en perte de sens et d'arriver de vivre ensemble. Il y a quand même un petit truc, on sent que c'est pas simple. Ça veut pas dire que les gens vivent pas ensemble et sont pas capables de partager. Hein, je dis pas ça du tout. Mais quand même, on sent que ça coince un peu aujourd'hui. Bon, on change de contexte un petit peu, vers des choses plus concrètes. Ouais. Comment est-ce que tu travailles? Alors déjà, est-ce que tu peux me décrire ton atelier? Alors, j'ai un atelier à Montreuil, qui est dans la banlieue est de Paris. Je partage cet atelier avec une autre céramiste. On a un très grand atelier, il fait 120 mètres carrés. Un rêve pour tout le monde, je sais. Bon, il fait 8 mètres sous plafond. Et il fait entre 0 et 5 degrés l'hiver. Tout de suite, ça calme. Puis l'été, il fait très chaud. Bref. Mais bon, on a un bel espace quand même, donc on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. En plus, on travaille dans un lieu où il y a d'autres structures, des menuisiers, serruriers. Donc ça, c'est très... Moi, j'aime bien ce côté collectif. Pas collectiviste, mais où il y a plein de gens et on peut échanger. Et en plus, on a un espace extérieur où on peut faire du raku, de la cuisson raku. Donc ça, c'est vraiment agréable. Puis après, voilà, donc dans ce 120 mètres carrés, on accueille des gens aussi beaucoup. Il y a des gens qui viennent parce qu'on a 2 fours, pas très grands, mais quand même. Et on travaille dedans, on accueille des gens. Four électrique? Pardon, four électrique.
Ouais. C'est 2 fours électriques. On a un 60 litres et un 120 litres. Okay. Et là, on vient d'acheter un 200 litres. On est passé à une invitation. On voudrait faire des fêtes plus grosses. Voilà, il y a toujours un côté mégalo au bout d'un moment. On a envie d'un truc un peu plus gros. On s'est ravi. Alors ça se vend difficilement, c'est con en même temps de faire ça, mais ça coûte de temps en temps des grosses pièces, c'est très réconfortant d'une certaine manière. Et voilà, et puis je travaille, moi je suis un fonctionnaire, enfin je me considère presque vraiment comme un fonctionnaire, enfin un ouvrier on va dire. Je travaille tous les jours en fait, de la semaine, de 10h à 19h, plus ou moins, mais très régulièrement comme ça, tout le temps. Okay. Tout le temps, plus le fait que je travaille, mais je donne aussi des cours, en semaine, parfois tous les lundis, plus parfois le vendredi entier. Et puis ensuite j'ai des stages les week-ends. Et puis ensuite je travaille quand même le soir chez moi pour sur ordinateur parce que j'ai quand même du traitement d'image, même si j'aime moins ça. Et puis ensuite le week-end aussi je travaille toujours un peu parce qu'il y a toujours, voilà. Mais j'ai refait ma vie et mon existence et céramique. Je vis vraiment dedans. Je me demandais, toute la partie numérique, montage, retouche photo, tu le fais à ton atelier, tu le fais chez toi? C'est-à-dire les deux, d'accord. En fait, j'ai 2 ordinateurs. J'ai un très vieil ordinateur dans mon atelier, parce que comme c'est qui prend la poussière et tout, c'est pas très grave, avec mes vieilles imprimantes. Et puis, je travaille aussi chez moi, parce que c'est plus confort. Il fait plus chaud. Et puis, il fait beaucoup plus chaud. Donc, c'est quand même plus agréable l'hiver de pouvoir me pelotonner tranquille devant mon ordi, plutôt qu'être crispé comme un dingue au bout de 3 heures devant l'ordi. Je comprends. Et c'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier? Dans mon atelier, j'écoute la radio musicale uniquement. FIP à Paris. Voilà. Et toute la journée, plus des CD. À une époque, j'écoutais un peu France Culture. Et en fait, j'ai arrêté parce que j'écoute pas. Ça fait un fond sonore, c'est sympa, mais en fait, je chope des bribes. Mais en fait, ça me disperse. Donc, non, juste la radio. Parfois, rien même. Ça m'arrive de rien mettre. Et du coup, être juste dans le silence, c'est assez agréable aussi. De juste, voilà, être dans mon mouvement à moi intérieur, et juste de faire, sans qu'il se passe grand-chose. Mais avec l'autre céramiste, vous partagez les locaux, vous mutualisez certaines choses. D'accord, ok. Moi, j'ai toujours eu un fonctionnement très, pas collectif, mais commun. Donc, du coup, il se trouve qu'avec Géraldine Lemoal, on s'entend bien. Depuis longtemps, on travaille ensemble depuis 10 ans, moi. Et du coup, j'avoue, c'est assez agréable de partager un atelier avec qui on s'entend, quelqu'un avec qui on s'entend bien. Parce que du coup, d'une part, on mutualise effectivement tout ce qui est une partie de matériel, des charges. C'est plus facile de trouver un atelier, parce qu'on trouve des plus grands espaces. Il y a un côté moral qui est vachement bien aussi, c'est que quand il y en a un qui a un petit coup de mou, l'autre il peut relever un peu le truc et vice versa. Donc ça c'est pas mal aussi. Surtout quand il y a des perspectives à mettre en place ou des choses dans le travail, ou même dans le travail tout court, de montrer son travail à quelqu'un en lui disant qu'est-ce que t'en penses, sachant que l'autre est bienveillant, a un regard qui est constructif. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Comment t'organises ton temps de travail sur une année complète? Est-ce qu'il y a des périodes où tu vas plus être dans la production, d'autres périodes où tu vas plus être sur la com, la formation, les cours? Ou est-ce que c'est un petit peu toujours de la même chose avec disons que mon organisation de travail sur l'année, elle est assez classique. Hein. Je suis lié au cours, donc à la scolarité, donc soit à travers les MJC, soit à travers une école, donc ça rentre dans un cadre temps scolaire. Ça, je suis lié à ça. Ensuite, j'ai des périodes où je vais devoir produire beaucoup, c'est pour Noël. Donc ça veut dire 4-5 mois avant, je dois commencer à m'y coller quand même, pour avoir autant de pièces que possible pour pouvoir les diffuser là où je veux. Et ensuite, j'ai quand même des périodes de création, et notamment juillet-août en général. Et janvier, aussi un peu janvier-février souvent. C'est 2 périodes où c'est des moments où je vais tester beaucoup plus de choses parce que c'est des périodes plus creuses. C'est-à-dire que janvier-février parce que il y a eu Noël, c'est un moment creux d'un point de vue commercial. Et ensuite juillet-août parce que c'est un moment où il y a personne. Est-ce que de manière résumée,
tu peux nous présenter ta technique qui est assez spécifique et que tu es un des seuls à proposer ça, le transfert d'image. Globalement. Vous n'êtes pas nombreux, hein? Ah oui, non, je suis pas le seul. Hein. T'as poussé loin, en tout cas, les recherches là-dessus. Surtout, j'en ai vu pas mal, donc j'ai essayé, oui. Mais après, il y en a pas mal qui le font. Moi, c'est juste que du coup, j'ai un panel un peu plus important. C'est-à-dire que je sais comment faire pour chacun, parce que comme je suis un peu... On en parlait tout à l'heure, j'ai un côté un peu scientifique, chiant. Mais du coup, je me suis vraiment renseigné sur chaque technique autant que possible pour pouvoir les développer. Donc du coup, je les connais, je les ai expérimentés même dans mon travail. Donc du coup, oui, j'ai une série de techniques qui font... j'ai les transferts des calcomanies en couleur, qui sont fabriqués spécialement par des imprimeurs. J'ai des transferts des calcomanies en sépia qui utilisent le fait que c'est de l'oxyde de fer par des vieilles imprimantes laser monochrome sépia. J'ai la technique de la photolithographie, qui est une technique qui utilise de la gomme arabique et de l'huile de lin, qui est pas mal diffusée quand même, parce que notamment il y a une céramiste qui s'appelle Céline Linossier, qui l'utilise beaucoup, mais elle est quand même pas mal diffusée autour. Hein. Ensuite, j'utilise aussi plein d'autres petites techniques qui sont utilisables et tout. Donc oui, ça me fait un bon panel. Donc oui. Et puis, mais c'est parce que en fait, encore une fois, mon travail c'est l'image photographique. Que autrefois aussi j'ai fait de la photo argentique, donc du laboratoire, que dans la vidéo je bidouillais beaucoup de choses quand même. J'étais beaucoup sur l'expérimentation aussi. Donc j'étais quand même beaucoup là-dessus. Donc ces processus de recherche, de procédés aléatoires, alternatifs, de techniques, voilà, moi je suis là-dedans. Donc oui. Mais encore une fois, dans les pays anglo-saxons, il y a plein de gens qui en font, etc. C'est pas non plus... je suis pas le seul. Par contre, je suis le seul à faire des empreintes de poissons. Comment ça s'appelle ça déjà? Les gyotaku. D'accord. Et donc le principe, tu peux l'expliquer? Alors, les gyotaku, c'est un mot japonais qui veut dire empreinte de poisson. L'empreinte de poisson gyotaku a été inventée en 1862 très précisément par des seigneurs japonais qui avaient trouvé une très belle dorade grise. Et chez les Japonais, la dorade grise est symbole de félicité, richesse. Ils veulent offrir cette dorade grise à l'empereur. Manque de chance, l'empereur est à la capitale Edo, qui se trouve à 2 jours de marche. Voilà, évidemment, au bout de 2 jours de marche, la pauvre dorade grise serait dans un sale état. Surtout en 1860, il n'y a pas encore toutes les techniques de conservation. Donc, ils se disent, comment on peut faire pour offrir cette dorade grise à l'empereur? Et là, un des seigneurs se dit, on va prendre de l'encre de Chine, qui est de l'encre de sèche en fait. On va imbiber le poisson avec, et on va poser un papier de riz par-dessus pour estamper le poisson. Donc ils mettent le papier de riz sur le poisson qui a été ancré, ils appuient bien pour bien prendre toute la forme du poisson, et au miracle, quand ils enlèvent le papier, ils ont l'empreinte du poisson. Le gyotaku est né. Du coup, moi j'ai récupéré la technique, je l'ai testé une fois lors de portes ouvertes de graveurs à Montreuil qui faisaient une démo, enfin qui essayaient eux-mêmes. Et du coup je l'ai testé aussi. Et j'ai trouvé ça tellement beau esthétiquement. Et que comme à l'époque je cherchais comment faire des choses utilitaires en céramique, voilà, je cherchais à faire une collection de plats utilitaires. Et du coup j'ai fait des tests d'impression de poisson sur de la terre. Donc je fais la même chose, c'est-à-dire que je prends mon poisson frais, que je vais acheter au marché, je mets de l'encre, un jus d'oxyde dessus, du cobalt, et ensuite je pose ma terre crue par-dessus, j'estampe mon poisson, et quand je retire ma terre, j'ai l'empreinte du poisson, et j'ai plus qu'à mettre en forme et à faire ce que je veux avec. Incroyable. J'adore. C'est fait pour la Bretagne. Ouais, tout à fait. Est-ce que la céramique te fait vivre aujourd'hui? Elle te permet de gagner ta vie? Oui, ça c'est nouveau. Alors, autrefois, pendant pas mal d'années, j'étais intermittent, c'est-à-dire que je continuais à travailler dans le montage
et je faisais ma céramique en même temps. À un moment, c'est devenu compliqué. Un, parce que je supportais de moins en moins de travailler en salle de montage. Et deux, parce que j'arrivais pas à développer la céramique, parce qu'il faut du temps, évidemment. Donc à un moment, j'ai dû passer le pas et décider que je faisais plus que de la céramique à plein temps. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire de la céramique à plein temps, j'étais en déficit pendant 2-3 ans. Et ça a commencé à tourner à partir du moment où j'ai pu commencer à donner des cours et des stages, en fait. C'est aussi basique que ça, hein. Et ça a commencé à... Bon, là j'ai réussi à être à zéro, on va dire. Enfin, ou en tout cas, à plus perdre d'argent. Et j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent, pas déliramment, mais en tout cas à en vivre. À partir du moment où j'ai trouvé mes plats utilitaires, que j'ai pu vendre et diffuser. Voilà. Mais avant... Oui, comme beaucoup de céramistes, en fait, qui diversifient leurs revenus, ouais. Oui, c'est un schéma très très basique, hein, mais on va dire, il y en a pas beaucoup d'autres, hein. Soit, je pense que si, il y en a qui arrivent parce qu'ils sont capables d'aller dans des réseaux, ils ont déjà un carnet d'adresses, ils ont mis en place une espèce de démarche marketing. J'en connais, hein, des gens comme ça qui font ça, qui vont à Maison et Objets, qui vendent toutes leurs pièces là. Et voilà, c'est intelligent, hein, et du coup ils ont leur carnet de commandes, ils vendent ça assez cher, et ça leur apporte de l'argent. Ouais. Mais c'est une démarche particulière aussi. Et dans quel type de lieu tu vends ta production ? Moi, je vends dans 3 lieux différents. J'ai 2-3 magasins qui me prennent des pièces, que je mets en dépôt-vente. Je vends dans mon atelier, à travers 2-3 événements dans l'année. Et je vends en faisant des marchés ou des festivals, ou des expos, plus rarement. Pas de galerie ? Non, pas de galerie. Je suis dans les lieux de magasins, je compte la galerie Terre d'Aligre, qui est à Paris, dans le 12e. Mais c'est une galerie, enfin pas selon le modèle des galeries à l'ancienne. C'est-à-dire les galeries à l'ancienne, on a un contrat avec une galerie et tout. Mais ça, c'est le marché de l'art. Moi, en céramique, je trouve que c'est compliqué d'être sur le marché de l'art. Il n'y a pas de marché de l'art réel pour la céramique. Il y a des collectionneurs, mais est-ce qu'il y a un vrai marché de l'art, comme pour la peinture, la sculpture et tout ? Je suis pas sûr. Ou en tout cas, je le connais pas bien. Dans le podcast, il y a des questions, c'est les tu préfères, où j'adapte en fait à chaque fois en fonction du céramiste, et je leur demande ce qu'ils préféreraient faire. Ouais. Donc pour toi, j'ai réfléchi. Oh là, mon Dieu. Alors toi, est-ce que tu préfères passer tes soirées à faire des retouches numériques sur des images qui sont de très mauvaise qualité, mais qui sont indispensables quand même à ton boulot ? Ou alors tu préfères nettoyer une dizaine de pinceaux à la térébenthine ? Les images. La térébenthine, je vais te défoncer. Je vais très mal dormir. Bon, l'ordinateur, c'est pas terrible non plus pour dormir après. Et tu vois, je pensais te demander aussi, pour parler de tes recherches, parce que c'est vrai que tu fais énormément de recherches, tu passes beaucoup de temps à ça. Ouais. C'est une partie de ton boulot que tu aimes, ou tu es plutôt dans la production, toi ? Ah non, c'est la recherche. J'aime bien la recherche. J'aime bien bidouiller. J'ai toujours bidouillé. Tout. Non, mais même quand je faisais de la vidéo, je bidouillais plein de trucs. J'adorais ça. Non, moi, je trouve ça super. Je trouve que c'est un des vrais plaisirs de la céramique, d'ailleurs. C'est que de pouvoir... C'est une matière avec des propriétés particulières. Tu peux tout faire, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de limite à ça. Enfin, ce que je dis souvent, c'est la seule limite, c'est votre imagination. C'est notre imagination, toi. Il suffit de rien. T'as envie de faire une chose, tu le fais. Et tu verras ce que ça donne. C'est ce que je dis la plupart du temps, par exemple, dans mes élèves et tout, je leur dis toujours ça. Je leur dis, oubliez tout ce qu'on vous raconte sur les règles, il faut faire comme ci, comme ça c'est pas bien, ça c'est bien, et tout. Non, il n'y a aucune règle. Il y a des choses qui vont être moches, des choses qui vont être belles, des choses qui vont fonctionner, d'autres non. Mais tant qu'on les a pas testées, ça a aucun sens. Donc autant le faire. Il y a aucune raison de s'interdire quoi que ce soit. Et donc du coup, ça veut dire, comme en céramique, il y a énormément de techniques disponibles, il y a énormément de recherches possibles en mélangeant tout ça et en faisant. Mais par rapport à soi-même. Après, le truc, c'est ça, c'est toujours. J'aime faire beaucoup de recherches, mais j'essaye toujours de retomber quand même sur mes pattes en me disant voilà, je me parle à moi-même quand même de temps en temps. Vincent, focalise-toi un peu sur
l'objectif. Ça, il doit rester concentré là-dessus. Tu dois vendre des pièces après. Et c'est quoi ton rêve de céramiste aujourd'hui? T'as envie de quoi pour la suite de ta carrière? C'est avoir mon atelier à moi, dont je suis propriétaire, pour être sécure de ce point de vue-là. Parce que ça, c'est une vraie difficulté. Moi, je suis pas propriétaire de mon atelier, je suis locataire, en plus avec un bail précaire. Et c'est quand même, je suis plutôt jeune. Ça devient un problème. Et puis parce que mon rêve, j'ai pas de rêve particulier, si ce n'est de ne pas m'arrêter de travailler jamais. C'est ça le rêve. Enfin, c'est juste de continuer à faire des choses et à chercher, à découvrir, peut-être à trouver, on sait jamais. Mais au moins chercher déjà, c'est pas mal. C'est déjà une bonne partie du chemin en fait. C'est en le faisant qu'on sait faire. C'est toujours la même chose. Quand on fait des choses manuelles, c'est toujours ça. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.